Le but du TP était de vous faire approcher de façon simple les origines biologiques et sociales de la sexualité humaine. En effet, si chez les animaux la sexualité est à but reproductif, chez les primates, et l'homme fait partie des primates, elle a un rôle social important. Chez l'homme, la sexualité est extrêmement complexe et multiple, puisqu'elle fait intervenir les fonctions cognitives et des facteurs affectifs. La partie 2 portait sur les origines biologiques du comportement sexuel. Le logiciel Biologie du plaisir propose les expériences historiques de Holz et Milner à l'origine de la découverte du circuit de la récompense. Holz et Milner travaillaient sur des rats. Ils leur implantaient dans le cerveau des électrodes afin de comprendre le fonctionnement des zones stimulées. Dans l'expérience à l'origine de la découverte du circuit de la récompense, ils ont implanté des électrodes dans le cerveau des rats, dans une région située en arrière de l'hypothalamus, pour vérifier si la stimulation de cette zone amenait les rats à éviter la région de la cage dans laquelle ils recevaient les impulsions électriques. Dans l'ensemble, l'expérience a apporté les résultats attendus. Vous voyez que les rats, recevant l'impulsion électrique, quittent la zone dans laquelle ils reçoivent la stimulation électrique. Sauf dans le cas d'un rat, le rat Jack, qui lui restait dans la partie de la cage où il recevait les stimulations. Non seulement il ne fuyait pas la stimulation, mais il la recherchait. Alors cela a interpellé Holz et Milner qui ont disséqué le cerveau du rat, pensant que le rat présentait une anomalie. Mais en fait, c'était le protocole expérimental qui présentait une anomalie, car l'électrode avait été mal implantée. Au lieu d'être située en arrière de l'hypothalamus, elle avait été placée en avant. Bon, il faut reconnaître qu'un cerveau de rat, c'est quand même très très petit. La zone dans laquelle l'électrode avait été implantée s'appelle le septum. Alors Holz et Milner ont refait l'expérience sur d'autres rats en implantant des électrodes dans le septum et en donnant aux rats la possibilité de se stimuler eux-mêmes en appuyant sur une pédale. Et ils ont obtenu comme résultat que les rats implantés dans le septum se stimulent en permanence. Ils en négligent leurs besoins vitaux, ils ne mangent plus, ils ne boivent plus, ils ne dorment plus. Ils passent tout leur temps à appuyer sur la pédale pour se stimuler. Ils ont donc pu en déduire que la stimulation du septum chez les rats procure des sensations de plaisir que les rats recherchent. Qu'en est-il chez l'homme ? Alors on propose à des cobayes humains une stimulation érogène et on enregistre ce qui se passe dans leur cerveau grâce à l'IRM. Donc voici l'IRM. Donc dans un IRM, les zones stimulées apparaissent en coloré plus foncé. C'est un choix fait dans l'ordinateur. Plus la zone est stimulée, plus elle apparaît colorée en jaune puis en rouge. Donc là, comme c'est bleu, c'est pas tant stimulé que ça, mais quand même, on voit qu'il y a une stimulation. Alors, on repère que la stimulation se fait dans le cortex, ici, ce qu'on appelle le lobe préfrontal, dans la partie arrière du cerveau, juste au-dessus de la nuque. On dit que c'est le lobe occipital. Et puis on a des parties des zones du cerveau qui sont aussi stimulées ici, ici, là et là, dans cette coupe vue de dessus. Ici, dans la coupe qui passe verticalement entre les deux yeux, on retrouve des zones stimulées, on retrouve celle-ci, ici. On retrouve bien le cortex occipital et le cortex préfrontal. Et une dernière zone ici, dans une coupe qui est plus basse. Vous voyez que tout à l'heure, le plan de coupe passait ici. Maintenant, il passe là. Et on repère une petite zone qui est l'amygdale. Donc, si on revient à cette image de départ, on peut afficher les légendes. Donc, on retrouve bien le cortex préfrontal et le cortex occipital.
Et puis, les différentes zones du cerveau. Pour voir leur nom, eh bien, on enlève affichage des zones cérébrales activées et on repère donc le cortex, le gyrus singulaire, le putamen, en rose le noyau accumbens, en violet l'ATV, en bleu le septum, dans lequel chez le rat on implantait les électrodes, et l'amygdale. On peut alors compléter l'IRM avec les légendes impliquées dans les légendes des zones, pardon. Donc on peut compléter l'IRM avec la légende des zones impliquées dans la stimulation érogène, donc le cortex préfrontal et le lobe occipital avec l'aire visuelle, et puis les zones plus centrales. Donc le gyrus singulaire, le septum, le putamen, le noyau accumbens, l'amygdale et l'ATV. On vous demandait ensuite d'indiquer les relations entre ces différentes zones. Donc pour cela, il fallait visualiser la vidéo. Je ne vais pas vous repasser toute la vidéo. Si vous avez fait le travail, vous l'avez regardé. Mais je vais vous passer l'extrait qui concerne les relations entre les différentes zones du cerveau impliquées dans le circuit de la récompense. À l'arrivée, ça donne ce fameux circuit de la récompense. Alors ce circuit de la récompense, finalement, il est constitué, comme je vous le disais, d'un certain nombre de structures. Donc vous avez le cortex, et surtout l'avant du cortex, qu'on appelle le cortex préfrontal, un certain nombre de structures comme le septum, l'accumbens, ici, et puis une autre structure qu'on appelle l'amygdale, et puis une autre qu'on appelle l'hippocampe. Et toutes ces structures sont en lien les unes avec les autres. Elles communiquent et elles font partie, elles constituent le circuit de la récompense. Et en plus de ces structures, qui sont en relation les unes avec les autres, il y en a une dernière, qui est la fameuse qu'on avait vue tout à l'heure, l'hypothalamus. Cet hypothalamus qui, lui, reçoit des projections de toutes ces structures. Donc là, on a le circuit de la récompense avec cet hypothalamus qui est la zone finale du signal. Mais la dopamine, me direz-vous. La dopamine, elle est en dessous, elle est là. C'est ça, l'aire tegmentale ventrale, elle est là. La dopamine. Et elle envoie des projections vers l'hippocampe, vers l'amygdale, vers le septum et le noyau accumbens, et vers le cortex préfrontal de façon extrêmement divergente. Et c'est cette divergence qui fait qu'à l'occasion d'une stimulation, eh bien, l'ensemble du circuit de la récompense est stimulé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le circuit de la récompense est stimulé? Eh bien, il y a un message qui est envoyé à l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une structure qui est au fond du cerveau, très très profond, vital, bien sûr, et qui ne reçoit aucune information directe de l'extérieur. Toutes les informations qui viennent de l'extérieur, visuelles, auditives, olfactives, tout ce que vous pouvez imaginer, sont filtrées. Toutes ces informations sont filtrées par ces quatre structures, enfin ce circuit de la récompense, et l'information finale, après filtre, est envoyée vers l'hypothalamus qui, en fonction de ce qu'il reçoit, va donner des instructions à l'aire tegmentale ventrale pour qu'il y ait ou non libération de dopamine. Nous comprenons, à partir de ce moment-là, l'importance fondamentale de ce circuit de la récompense, puisque, comme je le disais, il régule tout ce que nous ressentons, il nous permet de savoir à tout instant si nous allons bien, si physiquement nous sommes en bon état, si psychiquement nous sommes en bon état. Et la question, le problème, c'est... On peut alors compléter notre schéma précédent avec les différentes relations. Donc dans la vidéo, le putamen et le gyrus singulaire ne sont pas nommés par le scientifique, alors on va les enlever. En revanche, l'hypothalamus est mentionné avec un rôle central, alors on va le rajouter. On peut maintenant indiquer les relations par des flèches. Donc l'aire visuelle, qui a reçu l'information de l'image érogène, informe le cortex frontal et préfrontal de la stimulation reçue. Le cortex préfrontal, lui, il communique avec le septum, l'ATV, le noyau accumbens et l'amygdale. Le septum, le noyau accumbens et l'amygdale envoient à leur tour des informations à l'hypothalamus. Et l'hypothalamus va alors stimuler l'ATV qui produit de la dopamine
Cette dopamine, elle va stimuler en retour les zones impliquées dans le circuit de la récompense et cela va induire la sensation positive que tout va bien. On a vu dans le chapitre précédent que les comportements sexuels sur le plan biologique sont dépendants des hormones sexuelles qui permettent la production des cellules reproductrices. On vient de voir dans la première partie du TP que le fonctionnement cérébral joue un grand rôle dans la sexualité humaine puisqu'il contrôle le système de récompense et donc le plaisir que l'on peut ressentir dans une relation sexuelle. Mais chez l'homme, la sexualité, elle a aussi une origine sociale, puisqu'un individu se définit aussi pas seulement par son sexe génétique, chromosomique, mais aussi par son identité sexuelle. Donc dans cette partie, on va s'intéresser aux origines sociales de la sexualité humaine. Avec le document 1 page 230, on comprenait que l'identité sexuelle, c'est le fait de se reconnaître, de se sentir homme ou femme, et d'être socialement reconnu comme étant un homme ou comme étant une femme. Cette identité sexuelle, elle relève de 3 composantes. Le sexe biologique. Dès sa conception, l'individu possède des chromosomes X et X ou X et Y. Et par conséquent, à la suite du développement embryonnaire, il possède un vagin, un utérus et des ovaires, ou il possède un pénis et des testicules. Le sexe psychologique, on se sent homme ou on se sent femme. Et le sexe social, c'est-à-dire la façon dont les gens nous voient. L'identité sexuelle n'est pas toujours en accord avec le sexe biologique. Lorsqu'on lit le témoignage de cette jeune fille, on comprend qu'elle n'est pas née fille. Elle est née garçon, avec des organes génitaux de garçon. Cependant, elle s'est peu à peu rendue compte que ce qu'elle ressentait, c'est-à-dire avoir le sentiment d'être une femme, n'était pas en accord avec son sexe biologique et ses organes de garçon. C'est devenu pour elle évident à la puberté, lorsque ses organes génitaux sont devenus fonctionnels. Aujourd'hui, la médecine permet, grâce à des opérations et à la prise d'hormones, de changer de sexe afin de s'accorder avec l'identité sexuelle. Une autre composante de l'identité sexuelle, c'est l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle dépend du sexe par lequel on est attiré. La plupart du temps, on est attiré par une personne de sexe opposé. Mais il est possible aussi d'être attiré par une personne de son propre sexe, ou même par des personnes de l'un ou l'autre sexe indifféremment. L'orientation sexuelle dépend de la sphère privée. En théorie, elle ne regarde personne d'autre que soi-même. Une dernière dimension de la sexualité humaine, c'est le sexe social. Le sexe social renvoie au rôle et au comportement qu'une société considère comme caractéristiques des hommes et des femmes, et repose souvent sur des stéréotypes. Si on prend l'exemple de notre pays, la France, eh bien le stéréotype, c'est que la mère s'occupe des enfants, fait un travail souvent moins prenant que son mari, et le père fait bouillir la marmite, travaille, gagne bien sa vie, ou du moins devrait, on espère qu'il la gagne bien, s'occupe moins des enfants que son épouse, s'occupe moins du ménage et des tâches qui relèvent de la maison, parce que c'est considéré comme relevant des tâches de la femme. C'est le sexe social. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait attention aux petits panneaux qui sont devant l'école? Eh bien, il y a 2 enfants qui traversent. C'est toujours le garçon, plus grand, qui tient la main de sa petite sœur, qui la protège. Parce que dans nos sociétés, c'est comme ça que l'on voit le sexe féminin et le sexe masculin. De la même manière que dans beaucoup de livres pour enfants qui sont illustrés, eh bien, quand on est dans la famille et qu'il y a le papa et la maman, eh bien, le papa est en train de travailler, ou il lit son journal, ou il s'occupe de faire un bricolage, et la maman, eh bien, elle est avec les enfants, ou elle fait le repassage, ou elle fait la cuisine, ou elle fait du ménage. On voit rarement la maman en train de travailler sur son ordinateur pendant que le papa passe l'aspirateur. Mais ce n'est pas le cas partout. Vous voyez qu'ici, on a un exemple inverse, où ce sont les hommes qui sont au foyer, qui s'occupent des enfants, ce sont les mères qui sont chefs de famille, qui travaillent, les enfants portent le nom de la mère au lieu de porter le nom du père, et ce sont les filles qui héritent. Problématique. La sexualité humaine, elle est complexe et plurielle. Elle dépend du sexe biologique,
des chromosomes avec lesquels on naît et des organes que l'on possède, mais elle est aussi identitaire, on se sent femme ou on se sent homme. Elle dépend de l'orientation sexuelle, on peut se sentir femme et être attiré par une femme, comme on peut se sentir homme et être attiré par un homme. Et elle est sociale, car elle dépend aussi du pays dans lequel on vit et de la façon dont la société porte le regard sur le sexe.